Face à Face. Et... Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Je m'en fous, parlez-en au chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon petit Marcel? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien, on a des boutiques. C'était le grand restaurant, évidemment, Louis de Funès, film culte, bien sûr. Et voilà. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, nous parlons restauration. Non pas restauration de monuments historiques, bien sûr. Restauration qui nous permet à chacun de goûter aux joies de la table et de la boisson. Et nous recevons Valérie Saas-Lovici. Bonjour, Lovici, c'est corse. Vous êtes vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations Paris-Île-de-France. Vous avez vous-même un restaurant, le Patio, près de l'Opéra. Et on va parler, effectivement, on n'en parle pas souvent ici, on devrait en parler plus, en tout cas dans l'émission, de la restauration, des problèmes de la restauration, et surtout de comment vit la restauration. Parce que la restauration, c'est plus que la restauration. C'est Jacques Chardon qui disait l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Eh bien, le restaurant, ce qu'on appelle la bonne bouffe et non pas la malbouffe, hein, bien sûr, c'est beaucoup plus que manger. C'est autre chose. Et justement, vous avez sorti, je rappelle que vous êtes vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de Paris-Île-de-France. Ça représente 3500 établissements et 80 000 salariés, il faut le rappeler. Et alors, vous avez sorti une enquête justement intéressant. Vous savez, on dit post-coitum animal tristé. Est-ce que post-jeux olympiques, restauration tristée? Eh bien, oui, mon cher André Berkoff, effectivement, on a ressenti beaucoup de douleurs, de difficultés de la part de nos adhérents qu'on avait régulièrement au téléphone, qu'on voyait, qu'on côtoyait pendant ces temps qui ont précédé les JO, pendant et après. Et on avait énormément de remontées négatives, de situations, même y compris très dramatiques, hein, de restaurateurs qui étaient dans la difficulté, dans la grande difficulté. Après ces 15 jours de JO, et même avant d'ailleurs. Même avant, en fait. Ouais, hein, on peut dire que en fait, les choses ont commencé à partir de début juin dans la réalité. Début juin. Alors, oui, tout à fait, début juin. Pour des raisons, enfin, pour des raisons multiples et variées. En fait, globalement, on a eu une communication de la part des pouvoirs publics pris au sens très large, qui était extrêmement anxiogène. Du reste, en tant que GHR Paris, on a dénoncé très rapidement, dès le mois de janvier dernier, on a dénoncé cette communication très anxiogène. En fait, le thème, c'était les transports vont pas tenir, aller en télétravail, partez en vacances, etc., etc. Bon, alors, on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y avait une très grande angoisse de la part des pouvoirs publics. Oui, attentat terroriste ou pas, attentat terroriste, et puis que les transports, je dirais, ne tiennent pas le coup, quoi, parce qu'effectivement, face à des masses comme ça de gens qui arrivaient, ça pouvait être difficile. Moyennant quoi, résultat, c'est qu'en fait, les injonctions étaient très très largement entendues, non seulement de la part, évidemment, du public, de nos concitoyens parisiens, mais les entreprises publiques, les entreprises privées ont mis en œuvre toute une différentes stratégies de télétravail, de départ en vacances, etc. Oui, ça a été suivi massivement, ça. Massivement. Ouais. Alors, moyennant quoi, pour revenir à votre question, effectivement, on a pu constater que dès le 10 juin, effectivement, Paris se vidait de ses habitants et de ses travailleurs. Donc, résultat des courses, effectivement, notre intuition a été consolidée par une étude qu'on a fait faire, puisqu'on a voulu avoir une trace de ça, en fait. Hein. En tant que syndicat responsable, quand même, pour Paris-Île-de-France, on défend nos adhérents, qui sont nombreux, et on s'est dit... Vous avez lancé une enquête. On a lancé une enquête interne, importante, on a 450 entreprises qui ont répondu, ce qui est quand même important, et dans la réalité, on s'est rendu compte que le constat était unanime. On avait une baisse moyenne globale d'environ 19% d'activité sur 3 mois, c'est-à-dire là on parle de 3 mois, c'est-à-dire on parle de juin, juillet, août, en moyenne, sur l'ensemble des métiers qui font partie de notre syndicat, qui sont défendus par notre syndicat, c'est-à-dire la restauration, les bistrots, les cafés, mais aussi les hôtels, les restaurateurs. Je parle de moyenne et je parle d'un trimestre entier. C'est ça qui est important, parce que quand on veut analyser les résultats d'un écosystème, il faut bien prendre en considération non pas seulement 15 jours de Jeux Olympiques, de cette grande fête, hein, que par ailleurs, évidemment, on loue et on est très heureux que ça se passe bien, évidemment. La question ne se pose pas. Mais la réalité, c'est que pendant 3 mois, effectivement, notre écosystème, celui de la restauration, alors en particulier, mais de manière générale, a été extrêmement touché avec donc des résultats négatifs pendant cette période-là.
Oui, avec des baisses sensibles et du chiffre d'affaires et de la fréquentation, etc. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai, parce qu'on se rappelle très bien, bon, il y a eu une communication, je me rappelle de certains, on ne va pas les citer, mais certains nombre de gens, y compris experts en renseignement ou en criminologie, qui disaient, là, mais ils sont fous, et ce qu'on fait à Paris, c'est terrifiant, enfin, on n'a pas pris les précautions qui s'imposent, ça va être un carnage, c'est vrai, et certains, en tout cas, étaient allés jusque-là. Heureusement, tout s'est très très bien passé, mais le revers de la médaille, en tout cas pour un certain nombre de gens, ça a été cela. Et au fond, donc, qu'est-ce que les gens ont dit dans ces enquêtes? Enfin, je veux dire, au-delà de ce que vous avez dit, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse des fréquentations, etc., est-ce qu'ils ont été pris au dépourvu, les restaurateurs, les hôteliers, les cafés? Oui, absolument. Alors évidemment, c'est une grande douleur, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que on aurait pu, et certains spécialistes des chiffres vous disent, oui, mais vous n'aviez qu'à regarder ce qui s'est passé à Londres, vous semblez surpris, vous n'auriez pas dû l'être. Oui, effectivement. Alors évidemment, quand on se met au balcon d'un expert et qui ne fait qu'analyser les chiffres, oui. Néanmoins, on attendait évidemment à minima d'avoir une année à peu près équivalente à l'année précédente, ce qui n'est pas du tout le cas, qui était un peu notre première année 2023, un petit peu avec de nouvelles couleurs. Après la crise Covid, après la période Covid. Exactement, après la période Covid. Donc à minima, c'est ce qu'on aurait souhaité tout de même. Et puis, en fait, toute cette communication et cette espèce de crainte généralisée d'attentats, de choses différentes, ont fait que, effectivement, on a un peu oublié notre écosystème de nos professions, c'est-à-dire des restaurateurs, des cafetiers, des bistrots, de quartiers, des cafés. On a oublié de parler de ça, et là je parle de manière générale, évidemment, des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit la région, etc., ou Paris, ou l'État même, y compris. On a oublié tout simplement de dire, mais quand même en France, on est en France, on n'est pas à Londres, il y a quand même une tradition de la gastronomie, de la culture, du petit bistrot du coin. Allez-y, incitons les touristes à venir, à sortir. Or, malheureusement, ils étaient enfermés dans des fan zones, dans des trucs assez complexes, qui se sont très bien passés. À nouveau, on est ravis que ce soit bien passé. Ils étaient entre leur hôtel ou leurs hébergements et leur fan zone, et puis le reste de Paris. Donc, beaucoup de tristesse, de douleur, de constater ça. On a beaucoup d'hôteliers qui ont témoigné, des 3 et 4 étoiles, que beaucoup de coursiers Deliveroo arrivaient le soir pour venir, voilà. Alors, les gens mangeaient dans leurs hôtels, du Deliveroo ou autre dans leurs hôtels. Alors qu'habituellement, les hôteliers sont habitués à recommander le petit bistrot du coin, le restaurant étoilé ceci, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un constat un peu général comme ça qui est assez triste. On a voulu marquer les choses, on a voulu le signifier et surtout l'inscrire dans des chiffres précis, hein, documentés, de façon à pouvoir éventuellement témoigner. On n'est pas rempli d'amertume, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est de marquer les choses et de les dire. En tout cas, parce que, voilà, un peu à contre-courant, cette communication un peu lénifiante. Communication qui était euphorique, très bien. Mais d'ailleurs, je cite quelques chiffres de votre enquête. Pour 63% des répondants, donc, ils ont eu le sentiment d'être concurrencés par la restauration concédée dans les sites de compétition et fan zone. Pour 53% des répondants, ils ont été concurrencés par la grande distribution et la restauration rapide. C'est ça? C'est tout à fait le cas. Et voilà, et là vous donnez les solutions du chiffre d'affaires. Je rappelle, baisse de 27% du chiffre d'affaires sur le mois d'août entre 2023 et 2024, et de 22% en juillet. Les bars baissent de 20%, les cafés baissent de 15,4%. Moins pour les hôtels, ça a été la baisse a été moins pour les hôtels, tant mieux. C'est extrêmement logique. Heureusement d'ailleurs pour eux, on en est ravis parce que effectivement, ils ont eu des baisses. Ils auraient dû avoir des progressions plus importantes en réalité. Hein. Alors évidemment, ils ont eu une progression nette, évidemment, pendant la période des JO, et tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas non plus éblouissant, hein. C'est pas non plus incroyable, je veux dire. Donc voilà, y compris les hôtels, effectivement. C'est pas quelque chose qui a marqué. Et on a senti, vous avez senti, enfin dans les réflexions de vos adhérents, de ceux qui ont répondu à l'enquête, les Parisiens ont quitté Paris. Enfin, les Parisiens, beaucoup de Parisiens en tout cas, pas tous. Les témoignages sont massifs là-dessus. Effectivement, les habitants de Paris n'étaient plus là, ils étaient partis. Donc les clients habituels de nos établissements, plus de clients. Et ceux qui télétravaillaient, effectivement, enfin ceux qui n'habitent pas à Paris intramuros, mais qui viennent travailler, ils sont très nombreux, on le sait bien, n'étaient pas là non plus. Vous voyez, donc ça fait une espèce de double addition, une double peine, qui a fait que effectivement, nos établissements se sont trouvés, mais dès la fin juin,
dès début juillet, on avait des appels de gens qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, qui pensaient être seuls dans leur coin en se disant « je passe de 120 couverts à 12 couverts, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui sens mauvais ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc il y avait une espèce de panique quand même, hein, des choses assez incroyables. Alors ça a duré que 2 mois et demi, effectivement, mais ça impacte. Et je voudrais quand même justement, Valérie Saslovici, c'est intéressant parce que vous, ça fait des années que vous êtes restauratrice. Alors, on va parler aussi des revendications, ce qui se passe, mais je voudrais qu'on parle alors d'un autre problème qui dépasse effectivement les JO. On va parler des quelques problèmes que vous revendiquez, notamment l'histoire des terrasses. Et vous dites, oui, les terrasses, c'est vrai, les Parisiens aiment les terrasses, vous avez vu, bon, ça, on le sait, effectivement. Les Parisiens, et d'ailleurs, dans toutes les villes de France, enfin, les terrasses, quand il fait beau, évidemment, ça fait toujours agréable. Et vous dites que le problème n'est pas réglé. Pourtant, je vois beaucoup de terrasses à Paris, quand même, et ailleurs. Alors, le problème n'est pas réglé, il n'est jamais complètement réglé. Alors, juste pour revenir sur, en fait, le goût des Parisiens, là, je parle de Paris, pour les terrasses. Là aussi, on a voulu faire une enquête très précise. On l'a faite on a demandé à Jérôme Fourquet de l'IFOP de procéder à une enquête vis-à-vis des habitants de Paris, hein, donc pas des gens qui circulent, mais des gens qui vivent dans Paris. Des gens qui vivent dans Paris, donc qui habitent et qui eux-mêmes potentiellement peuvent être perturbés par les terrasses. Oui, parce qu'ils pourraient dire, oui, mais moi j'habite au-dessus, j'ai le bruit, etc. etc. Voilà. Alors cette enquête, elle est très intéressante, hein, je vous la ferai passer, je crois qu'on vous la fait passer, mais enfin en tout cas elle est très intéressante parce que c'est la seule qui existe sur le sujet, et dans la réalité, on voit bien que 95% des Parisiens sont complètement fous de leur terrasse, ils sont passionnés par leur terrasse. Pour eux, c'est une respiration, alors évidemment on le comprend très très bien post-Covid, dans le contexte dans lequel on est depuis un an, enfin depuis un an et depuis longtemps. Un peu le moral, l'angoisse, et tout ça. Le moral en berne. Alors en plus, on nous a retiré le chauffage. Bon, on comprend pourquoi, on admet pourquoi. Mais enfin bon, en tout cas, les terrasses, c'est les lieux où on vient respirer. Mais pourquoi, pardon? Pourquoi on a supprimé le chauffage? C'est la loi climat qui, effectivement, pour éviter de chauffer l'air extérieur. Ah oui, c'est encore pour le CO2 et le gaz. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Le chauffage a été interdit. Bon, il y a des raisons pour ça. Hein, ça peut s'entendre. Après, il y a d'autres types de dispositifs. Mais quoi qu'il en soit, la terrasse, c'est complètement plébiscité par les Parisiens, par les habitants, par ceux qui viennent aussi évidemment d'Île-de-France, enfin par tous les touristes. C'est une spécificité. Et malheureusement, on a vu lors des attentats de 2015 que c'était vraiment un des éléments majeurs de notre mode de vie, de notre culture, du plaisir que nous... Être en terrasse, évidemment, profiter, échanger... boire un bon coup. Tout à fait, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, ça vaut pour plusieurs villes de France. Je dis, ce que décrit Valérie Saslovici, évidemment pas pour les Jeux Olympiques, mais pour tout le reste, parce qu'on va en parler. Après cette petite pause, on va aussi parler du coût de l'énergie. On va parler de qui concerne effectivement tout le monde, toute la France et pas seulement Paris. À tout de suite après cette petite pause. Et pour vos questions ou vos réactions, un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous sommes toujours avec Valérie Saslovici, vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations Paris-Île-de-France, et on parlait de cette enquête sur l'impact des Jeux Olympiques, effectivement, sur les restaurateurs. Très bien, les Jeux Olympiques, mais ce qui s'est passé, peut-être, il y a eu ce qu'on appelle des effets pervers, et des dommages collatéraux qui n'étaient pas négligeables. Mais il y a alors, Valérie Saslovici, quelque chose qui vous concerne, qui concerne tous les restaurateurs, mais pas seulement de Paris, mais de France et de Navarre, c'est le coût de l'énergie. Alors, franchement, parce que il y a quelque chose, je vais vous dire, je vais me jouer l'avocat des gens qui disent, non pas du diable, et des gens qui disent vous exagérez, mais enfin les restaurateurs, regardez, au moment du Covid, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, vous avez eu des prêts longue durée, vous avez plus ceci, vous avez plus cela, et vous êtes toujours en train de râler. Est-ce que effectivement, alors l'énergie, effectivement, ça fait des problèmes pas seulement pour les restaurateurs, mais pour tout le monde. Mais alors, quel est l'impact aujourd'hui, parce que ça continue, du prix de l'énergie pour vous? Alors, juste pour préciser, on a été aidés, en effet, pendant le Covid. Oui. Il s'agissait principalement de prêts, quand même, hein, les prêts garantis par l'État. Et on est en train de les rembourser. Et on est encore en train de les rembourser. Voilà. Oui, il faut le rappeler. Juste, pardon. C'est prêt à taux zéro, quand même.
Ah non, pas à taux zéro, à taux très bas, en effet. Taux très bas, mais il faut rembourser, donc il y a quand même des frais qui continuent de courir, qui sont importants dans un contexte économique. Ça n'a pas été des dons de l'État. Non, pas du tout. À un moment donné, Bruno Le Maire disait que ça aurait pu être converti, effectivement, mais pas du tout. Là, les banques, évidemment, attendent leur remboursement, et puis voilà, quoi. Ouais. Concernant l'énergie, en effet, nous, on a traversé, en tant que PME du monde de la restauration, de l'hôtellerie, du CHR, on a traversé une époque absolument terrible pendant environ 12 à 18 mois, quand les prix de l'énergie ont été multipliés par 5 et par 10, c'est-à-dire par 5 et 10, par 5 et 10, voilà. Donc dans des proportions absolument scandaleuses, c'est-à-dire avec des tarifs extrêmement élevés évidemment, l'Ukraine a eu bon dos. Dans la réalité, c'est l'encadrement par l'entente entre la France et l'Allemagne et l'AREN qui a permis ça. Et donc, on a eu la fausse concurrence, la vraie fausse concurrence. La vraie fausse concurrence, voilà. Ouais. Il y avait les vrais faux avions renifleurs. Enfin bon, la vraie fausse concurrence de l'énergie. Ouais. Et dans la réalité, imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, quand votre facture d'électricité est multipliée par 10, moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à énormément de nos adhérents. Par 10, vraiment? Par 10, vraiment. Voilà. Ouais. Donc c'est pas une image. Hein. Bon. Alors pour certains c'est par 5, par 6. Mais imaginez quand dans le poste global d'un budget d'un établissement, que ce soit un restaurant, un hôtel ou autre, quand tout d'un coup une variable se démultiplie, vous êtes dans la merde, quoi. Pardon, pour résumer, c'est-à-dire que c'est une très grande difficulté. Et donc des arriérés de trésorerie très importants, des difficultés à payer. Il y a eu certains, entre guillemets, certains qui ont passé l'arme à gauche, des entreprises, à cause de ça uniquement. Qui ont fermé, faillite. Exactement. Faillite, donc au GHR Paris, on a vraiment... il y en a eu beaucoup, à votre avis? Écoutez, on n'a pas les chiffres exacts, parce que c'est difficile de mesurer si une entreprise met la clé sous la porte à cause de sa facture d'électricité. C'est très aléatoire, mais en tout cas, nous, des appels de détresse, à nouveau, on en a eu énormément, ça a été très difficile. Et le monde des PME est un peu le ventre mou, et ça ne concerne pas du tout que à la restauration, le CHR, c'est-à-dire que l'ensemble des écosystèmes de PME, PMI ont été en grande difficulté à cause de ça. Alors là, les prix ont rebaissé, évidemment. Donc, on bénéficie de prix à nouveau, entre guillemets, à peu près normaux, nous, entreprises. On a compris... Pourvu que ça dure, parce que ça peut ne pas durer aussi. Exactement. Pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Mais on ne sait pas, on a appris en tout cas que les choses étaient extrêmement aléatoires en cette matière, alors même que nous disposons d'un outil de production énergétique nucléaire que nous devons au général de Gaulle, et qu'il a fallu remettre en état, et je pense qu'ils sont en train de le faire. EDF a fait des bénéfices incroyables au record. 10 milliards. Voilà, on a abondé dans ces bénéfices, nous pauvres petites PME, et en tout cas on espère à minima qu'on pourra bénéficier de ces tarifs, ce qui est quand même la moindre des choses, et ce qui est une vraie vision de long terme pour le bénéfice d'entreprises dans notre pays, que de pouvoir bénéficier d'une énergie à un prix très raisonnable. Beaucoup de pays nous envient cette fonction-là, cette capacité-là, alors pourvu que ça dure effectivement. Et je précise vraiment que c'est le tissu des PME qui a été impacté, parce que les très grosses entreprises ont des contrats à 15 ans, 20 ans et 30 ans. Demandez à Loïc Le Floch-Prigent, il vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on a été, là encore, on a subi cette parenthèse, ce moment qui a été extrêmement difficile pour l'entreprise. Oui, et effectivement, ça a duré, et je vais vous dire, je ne veux pas jouer les prophètes de mauvais augure, mais effectivement, on se demande si les investissements qu'on fait, notamment sur les éoliennes et ailleurs, les 200, vous savez, ils annoncent 200 millions, des milliards, ne vont pas encore impacter le prix de l'énergie. Enfin, on espère que pas, effectivement. Mais ce que vous dites, alors, moi, je voudrais revenir un tout petit peu, parce que vous étiez déjà restauratrice depuis quelque temps, sur comment, mais c'est le recul n'est pas loin, c'est même pas 4 ans. L'épisode Covid, le confinement, etc. Comment vous l'avez vécu? Comment vous restauratrice, et vos collègues l'ont vécu? Écoutez, je vais pas vous surprendre, je pense, en vous disant qu'on l'a vécu extrêmement mal, parce que effectivement, ça nous est tombé dessus d'abord très très brutalement. Moi, j'ai encore le souvenir du jour au lendemain, pratiquement. Du jour au lendemain, c'est vraiment le cas de le dire. Pour le coup, moi, j'ai le souvenir d'avoir été. D'ailleurs, j'étais chez moi ce jour-là, j'étais pas dans mon restaurant qui était ouvert, et j'entends encore Édouard Philippe en train d'annoncer qu'on ferme les restaurants. Je crois que c'est Édouard Philippe, je me trompe pas. Le lundi suivant. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est tombé sur une espèce de brutalité comme ça. Alors évidemment, très anxiogène, angoissante
pas seulement pour nous bien entendu, hein, pour tout le monde, mais tout d'un coup, on nous ferme, on nous annonce une fermeture administrative. Vous savez, dans un restaurant qui fait vraiment la cuisine, comme beaucoup le sont, en tout cas chez nous, dans notre syndicat ou GHR Paris, vous avez les stocks. Vous avez des matières premières en stock. Hein. Vous avez pour plusieurs jours, quelques jours de matières premières, de la viande, des légumes, etc. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Quand on vous dit, on est samedi soir, 20h, vous devez lundi terminé. Lundi terminé. Écoutez, on a tous fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a partagé avec nos salariés les denrées périssables qui étaient là, on a fait ça en catastrophe, on a essayé de fermer le mieux possible. Bref, un traumatisme évident, et puis évidemment derrière une inconnue, un grand point d'interrogation. L'incertitude totale. Au début, absolument aucune aide, il n'en était même pas question. On était fermé administrativement. Ce qui est, en fait, une signification qui est quand même un peu lourde, un peu incroyable, en fait, tout à fait hors norme. Je ne sais pas à quel moment, à quelle époque dans l'histoire, en tout cas de la France, moi j'ai pas de souvenir de ça, j'ai même pas de référent. Ah, même niveau grands-parents, niveau arrière-grands-parents, non souvenir de ça. Je vois pas d'équivalent de référence à ça. Enfin, En fait, on ferme et on dit, voilà, vous êtes fermé, et puis jusqu'à nouvel ordre, on verra. Exactement. Et nous sommes des entreprises privées, il faut le rappeler. Qu'une administration ferme, à la rigueur qu'une agence bancaire ferme, je ne sais pas, mais des entreprises, des PME qui dépendent évidemment de leur activité, de leurs clients pour avoir des revenus, enfin... Ça paraît absolument incroyable. Bon, enfin, il y avait peut-être des bonnes raisons, peut-être des mauvaises. Voilà, l'avenir nous le dira, parce que je crois qu'on va commencer à décrypter tout ça. L'avenir commence à décrypter tout ça et à déchiffrer. Oui. Mais le fait que vous ne sachiez pas, évidemment, d'ailleurs, le gouvernement ne savait même pas, quand est-ce que ça va rouvrir, quand est-ce qu'on pourra rouvrir. Vous imaginez? Est-ce qu'il y a eu communication? Est-ce qu'on vous communiquait avec vous? Rien. Pas du tout. Alors, à l'époque, on avait, notre président national, Didier Chenet, qui était un homme remarquable et qui réellement a vraiment été dans un dialogue très efficace avec les pouvoirs publics à l'époque. Il avait Bruno Le Maire en face de lui. Et à l'époque, on était tous extrêmement angoissés, en fait. On tenait des réunions, des visios, enfin par visio interposée, entre guillemets, par téléphone au début. Et puis, lui, régulièrement, allait pour expliquer qu'il fallait absolument aller au secours des entreprises, de toutes ces entreprises, alors pas que dans notre secteur, mais dans différents secteurs, qu'une entreprise privée qui est fermée administrativement, comment elle survit, comment elle vit, comment elle paye ses charges, comment elle paye son loyer, comment elle paye ses salariés. Vous voyez, donc toutes ces questions se sont posées. Là, rétrospectivement, on sait qu'il y a eu des aides, on sait qu'il y a eu effectivement des salaires, le chômage partiel, etc., et puis quelques aides, mais à ce moment-là, vous parlez du moment où... Excusez-moi, mais on a vécu dans l'angoisse. Ça a duré combien de temps? Les annonces des paies, des prêts sont arrivées... Ça a duré un certain temps quand même. Ça a duré un certain temps. Oui, il y a eu des phases comme ça, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Enfin, ça n'a pas été immédiat, si vous voulez. Hein. Donc, alors petit à petit, et je vous dis, je rends hommage à Didier Chenet, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui a été vraiment tout à fait actif et proactif, et qui effectivement, on dit beaucoup, le monde du CHR a été entendu, c'est en très grande partie à lui qu'on le doit, effectivement. Mais sans quoi, on serait tous morts, hein, en réalité, parce que des boîtes privées qui sont fermées administrativement, excusez-moi du peu, mais voilà, comment on fait? Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, on va reparler, qu'est-ce qui était d'ailleurs ce qu'il fallait fermer et pas fermer, enfin c'est un autre problème, mais qui est quand même, les objets de nécessité, les objets non nécessaires, etc. On en parle après cette petite pause. À tout à l'heure et à tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Manger pour vivre ou vivre pour manger, c'était la question que posait Molière, hein, vous vous rappelez. Eh bien, effectivement, je ne sais pas si c'est manger pour vivre, ça c'est nécessaire, mais vivre pour manger, quelquefois, quand la musique est bonne, mais quand la nourriture est bonne, comme ne disait pas Jean-Jacques Goldman, c'est pas mal non plus. Nous sommes toujours avec Valérie Lovicki, ça y est, je l'ai, Groupement des hôtelleries et restaurations de France. Alors on a parlé un peu de l'énergie, on parlait de tout ça, et je voudrais qu'on parle de quelque chose dont on parle très très peu, et j'ai été assez frappé du fait que on a dit que on a parlé du patrimoine immatériel de l'humanité, hein, le patrimoine de l'humanité, tout le monde connaît les cathédrales, des lieux et tout ça. Mais effectivement, la restauration française quand même, il faut quand même rappeler que la cuisine française dans le monde entier, elle est toujours et heureusement appréciée comme il se doit. Mais ça, on n'en parle pas très bien. On en parle même très peu de ce patrimoine. Mais
est-ce que les restaurateurs font ce qu'il faut pour parler de ce que c'est que la restauration? On a l'impression, si vous voulez, on a eu l'impression, et je ne vais citer aucun nom, mais on a entendu des porte-paroles, surtout pendant la crise du Covid, fermer ou pas fermer, ouvrir ou pas ouvrir. Ça vous rappelez qu'il y avait des restaurants rebelles qui voulaient ouvrir, on les a empêchés d'ouvrir, etc. Enfin bon, ça a été quand même assez rock'n'roll cette histoire. Mais au fond, on parlait effectivement des problèmes, et comme vous dites, il faut payer ses employés, il faut payer l'entreprise doit vivre. Mais au fond, on n'a pas peut-être assez mis l'accent sur l'extraordinaire importance de du bon manger, de la bonne chair, CHERE, et peut-être il y a un travail à faire, non, là-dessus, Valérie? Alors là, je partage totalement votre point de vue, évidemment, c'est très important, en fait. On parle beaucoup il y a beaucoup d'images, beaucoup de food, beaucoup de mode, beaucoup de changements, etc. Mais on ne parle pas réellement de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le bien manger. Alors il y a quelqu'un d'important qui s'appelle Alain Fontaine, qui est d'ailleurs un membre de notre groupement du GHR Paris, qui est aussi le président des maîtres restaurateurs et qui a fait inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO la pratique des bistrots, en fait, le fait d'aller dans les bistrots. Voilà. Donc il est en cours d'inscription, et c'est une excellente initiative, une excellente démarche. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est parti d'un constat, c'est qu'en fait le nombre de bistrots à Paris a chuté de manière absolument phénoménale. C'est incroyable, ça. En France aussi. Alors en France aussi. Paris, c'était une vraie tradition. Bistrot, c'était l'âme de la France. Absolument, absolument. Et là, vraiment, ça a chuté énormément. Depuis 50 ans, depuis 20 ans, enfin la chute est drastique, elle est presque irrécupérable, je dirais. Hein. Vous savez, le bistrot à tous les coins de rue, où vous entrez, vous prenez un œuf dur, un café, une boisson, un plat cuisinier. Moi, mon syndicat, si vous voulez, ce sont les Aveyronnais qui l'ont créé à la fin du 19e siècle. Donc les Aveyronnais, ils étaient montés à Paris, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de pauvreté chez eux, donc ils étaient montés à Paris, et ils faisaient le charbon à Paris. Il y avait les bougnats. Voilà, les bougnats, et puis ils ont fini par faire du café, puis après ils ont fait des plats cuisinés avec d'ailleurs de la viande qui venait de chez eux, avec les arrières, vous savez, les avants plutôt, ce qu'on n'arrive pas à vendre bien dans une bestiole, et du coup ils faisaient, c'est né comme ça en fait, et il y en a eu une multitude, il y avait beaucoup d'établissements. Tout ça est en train un petit peu de disparaître, en effet. Donc on se pose, nous en tout cas au GHR Paris, beaucoup de questions par rapport à ça, et puis il y a un sujet qui est celui du mot restaurant, parce que moi c'est un sujet qui est très important pour nous, parce que comment on définit le restaurant? Le restaurant, il n'est pas défini, figurez-vous. Dans la loi, il n'existe pas. Il n'y a pas de définition légale du restaurant. Non. Donc ça recouvre tout et n'importe quoi. Vous voulez dire un fast-food, c'est restaurant? Oui, cher André Berkoff, en effet, un fast-food, potentiellement c'est un restaurant. Et je vais vous dire, McDonald's, ils n'ont surtout pas envie qu'on leur enlève le nom de restaurant. Surtout pas. Ils veulent pas qu'on définisse ça, parce que, évidemment, et vous avez remarqué, ils ont même récemment dit: ah si, nous on fait du service à table. Oui, vous prenez votre ticket là, vous payez et on vous apporte le plateau. Bon, c'est une anecdote qui n'en est pas une en réalité, parce que ça raconte bien qu'en fait tout le monde essaie de s'approprier cette notion-là. Sous l'étiquette de restaurant, on met tout et n'importe quoi. On met absolument tout et n'importe quoi. Vous avez y compris des dark kitchen qui sont capables de vous poser 3 chaises et une petite table et vous dire qu'ils sont un restaurant, si vous voulez. Alors le street food. Oui, et les camions, dark kitchen qui sont sur les plateformes, si vous voulez. Bon, alors on est contre personne, c'est pas le sujet. Non. Mais nous, on veut en tout cas arriver à définir le mot restaurant, parce que ça va être d'une importance absolument cruciale à l'avenir. Et un restaurant, si on devait donner une définition, c'est un endroit, d'abord c'est un lieu. C'est un endroit, c'est un lieu où on reçoit, on vous accueille. Il y a des professionnels qui savent le faire, qui le font, j'espère, de manière courtoise. C'est également un lieu où, effectivement, l'accueil est très important. Alors l'accueil est très important, le service à table est très important. À table, j'ai bien dit, hein, c'est pas l'endroit où on se lève ou à la cafétéria, c'est pas la cafétéria. Et puis, on reçoit des produits bruts dans un restaurant. Alors on peut pas tout faire soi-même, et tout le monde ne peut pas tout faire soi-même. Mais globalement, si en tout cas il y a une quote-part de produits bruts, on reçoit des patates, on reçoit des poireaux, on reçoit de la viande. Ça veut dire que vous cuisinez. Ça veut dire que vous avez au moins des professionnels de la cuisine. Vous ne prenez pas du sous-vide ou tout préparé. Voilà. Alors, non, mais c'est important. Je n'exclus personne. En effet, parmi nos adhérents, il y en a qui ont. On a besoin de recourir parfois à des choses, effectivement, qui sont préparées. Il faut exclure personne. Mais
mais il y a une part effectivement de produits bruts. Du reste, ça fait vivre aussi tout un écosystème agricole, de pêche, etc. C'est la France, cher André Berkoff, c'est la France. On a besoin de tout ça. Donc, vous savez, je parlais des agriculteurs juste avant dans l'émission, voilà. Et on se dit que quand même, et c'est formidable quand on voit des restaurants, etc., où on dit le produit vient de là, et vous le faites aussi, voilà, ça vient d'ici, ça vient de là, ça vient de... Voilà. On vit d'écosystèmes, on a envie de les faire perdurer, donc... Franchement, là, ce qui va être important pour éviter qu'on se muséifie, que les restaurants disparaissent, que ça devienne uniquement des restaurants qui servent du sous-vide, du congelé, etc. Il va falloir aussi faire des choix, faire des définitions. Nous, on appelle ça de nos voeux de la part des pouvoirs publics de vraiment définir ça. Sans être trop exclusif, bien évidemment, non, mais en tout cas le définir, ce qui permettra de trier le bon grain, de livrer sans jeu de mots. C'est-à-dire que dire, voilà, vous entrez là. Mais là, vous aimez pas. Après, c'est pas une question de niveau technique. Vous savez où vous entrez. C'est ça. Voilà, on vous accueille, vous êtes assis, vous êtes dans un endroit agréable, et puis on va vous servir des choses qui ont été cuisinées sur place. Voilà. Après, on peut rentrer dans des niveaux de sophistication très différents, des gens très forts en ceci, en cela. Les 5 et les 3 étoiles, avec d'autres, etc. C'est pas le problème. Mais on peut très bien être un petit bar tabac du coin et faire son propre bœuf bourguignon avec de la vraie viande, des vraies carottes et des vrais oignons. Et on est aussi important que le 3 étoiles et Michelin. Aussi important. Vraiment, c'est ce que nous on défend. Celui qui cuisine, que ce soit un bar tabac, un petit bistrot du coin, etc., c'est fondamental. Tout à fait. C'est fondamental pour l'avenir et la pérennité de notre culture et de sens du mot restaurant et de la restauration de manière générale. Je rappelle simplement, avant d'accueillir Lila, c'est bien ça. C'est ça, Lila de Lyon. Je rappelle ce merveilleux poème de Prévert, debout devant le zinc sur le coup des 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche et pourtant c'est lundi. Et voilà, il faut lire ça, c'est magnifique, Prévert. Voilà, c'est ça les bistrots, c'est ça la France aussi. Et là-dessus, on accueille Lila, qui nous appelle donc de Lyon. Lila. Bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, j'écoute la personne elle parle, c'est vrai, que de l'Île-de-France, la vice-présidente, je ne sais pas quoi. Oui. Moi, je voudrais lui dire deux choses. D'abord, depuis le Covid, il y a eu beaucoup de choses que nous-mêmes, en tant que clients ou pas, on a observé. D'abord, le Covid a fait les changements au niveau de la façon de vivre des Français. Beaucoup se sont mis à cuisiner. Beaucoup ont changé leurs habitudes. Je disais, préfèrent certains même se faire livrer, mais se réunir entre amis chez eux, d'une part. Moi, j'observe beaucoup de choses. Vous voyez aussi de plus en plus de gens qui sortent des bureaux, qui vont la fameuse happy hour, qui est de 17h à 19h, où les gens sont ensemble, vont boire tous ces gros trucs de bière. Et puis quand c'est 19h30, ils ont envie de rentrer chez eux, donc ils changent. Moi, j'ai deux questions. Moi, le Covid, j'ai 2 restaurants là, j'habite au-dessus. Les terrasses, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre. Moi, j'observe que certains restaurateurs deviennent hargneux. Je vois des changements dans ma ville. On affiche de plus en plus. Vous êtes à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je vois les halles. Ne vous inquiétez pas. Elles ne désemplissent pas, les gens achètent, mais ramènent ça chez eux, bien sûr. Ils vont pas au restaurant, ils achètent de bons produits. Moi, j'observe beaucoup de changements. Là, je disais que dernièrement, j'observais que de plus en plus, mettons, de restaurateurs affichent à partir de 17h, on ne sert plus de café. Dernièrement, j'en ai vu un il y a quelques jours où il affiche carrément entre midi et 14h, on ne sert plus de café, nous on préfère la restauration. Il a mis ça sur ça. Je vois des habitudes, mais j'ai vu aussi beaucoup je ressens beaucoup de restaurateurs hargneux. Déjà, ils sont en colère parce qu'une bonne partie des tickets restaurants vont au supermarché et ne vont plus chez eux. Ça, je l'ai ressenti. C'est quelque chose. J'ai vu un restaurateur, en mars, on lui dit de fermer pour le Covid. Il est brasserie, il fait aussi de très bonnes pizzas. Sa pizza est à 11,50 €. Il ferme 2 mois, il réouvre et la pizza, elle monte à 13,50 € et j'ai vu des prix comme ça augmenter. Il y a aussi faire le tri entre ceux qui nous vendent des choses qui ne sont pas préparées au restaurant et des choses qui sont préparées. Et moi, je vois dans ma ville de Lyon, le moindre cagibi qui est vide, s'installe quelqu'un qui va me proposer de la nourriture. Donc je vois pas où, à part je vous dis que je les sens... vous voyez pas quoi? Où est la crise, vous voulez dire? Je ressens des gens qui sont mécontents, les restaurateurs. C'est pas plaisant. Je parle pas de ceux qui sont haut de gamme ou quoi. Et puis les gens, je vous dis, maintenant se sont remis à cuisiner. Et puis il y a l'inflation. Quand on voit, je dis, il y a ça aussi. Parce qu'il faut pas oublier qu'un restaurateur, il ne vend pas que de la nourriture, il vend aussi à boire. Et je veux dire, pour un restaurant, c'est très important, la boisson.
façon. Ok, merci Lila, merci de votre tableau, c'est intéressant. Valérie Saslovi. Ah bah alors Lila nous a dit énormément de choses, il y a beaucoup de choses très très différentes. Effectivement, il y a beaucoup de restaurateurs, et on l'a dit, hein, je l'ai évoqué, qui sont en difficulté. Donc elle ressent... Elle a parlé de difficultés, de hargne, de certains restaurateurs qui sont désagréables. Moi, j'entends, hein, je comprends. Et évidemment, ça n'excuse pas les mauvais comportements ou les comportements désagréables, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. On a évoqué un certain nombre de facteurs qui ont fait que beaucoup d'entre eux ont été dans les difficultés. Donc, ils ont des difficultés financières. Après, oui, effectivement, le comportement post-Covid a changé. Et d'ailleurs, c'est très bien que les gens se remettent à faire la cuisine parce qu'en fait, ils font la différence. Moi, je suis ravie que les gens se remettent à faire la cuisine à la maison parce que ils se rendent compte que le goût, ils le retestent. Hein, et ils arrêtent d'acheter des trucs tout faits et ils font la différence. Donc, c'est très positif. Ils retrouvent le goût, en fait, quand on fait de la cuisine. Parce que c'est pas la même chose entre un sous-vide quand même. Mais quand même, on retrouve le goût, on retrouve la maison, parce que tous ces produits du monde très industrialisé sont très salés en général, très sapides, avec beaucoup de conservateurs. Et donc quand on commence à refaire juste un petit truc à la maison, on se rend tout à fait compte de la différence. Donc c'est très positif tout ça. Alors moi je suis vraiment désolée, hein, c'est vrai d'entendre qu'il y a des... Et c'est vrai que on a des collègues qui sont dans la difficulté, ça existe. Et il y a des nuisances nocturnes, le soir avec les terrasses. On contribue avec nous, en tout cas nous à Paris, parce que moi je parle de Paris, puisque je suis à Paris, hein, je représente le GHR à Paris-Île-de-France. On contribue avec la mairie, on fait des réunions avec eux, etc., pour éliminer les mauvais comportements. On n'a pas que des saints dans nos troupes, hein, on est tout à fait d'accord. Et puis il faut voir aussi, le problème c'est que les fous, les gens qui viennent, etc., certains savent se comporter, d'autres savent pas se comporter. Et puis il y a des excès, il y a des excès de boissons, il y a des groupes de plus ou moins jeunes, enfin voilà, quand on part à la bière. Et quand malheureusement, hein, pour des raisons aussi financières, on en voit beaucoup qui ne consomment pas de nourriture avec des litres de bière, des pintes et des pintes et des pintes, ils sont uniquement au popcorn, ben forcément, si vous voulez, ça pose quelques problèmes. Ça pose quelques soucis, ouais. Et on se retrouve juste après la publicité. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Dans son face-à-face, André Berkoff reçoit Valérie Saaslovicki, vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations Paris-Île-de-France. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous ne sommes plus au temps de « ils veulent du pain qu'ils mangent de la brioche ». Ça c'est fini, c'était Marie-Antoinette, paix à son âme, effectivement. Là nous parlons avec Valérie Saaslovicki, vice-président du groupement des hôtelleries et restaurations de France, et c'est vrai, on aborde quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous tient plus qu'à cœur. C'est vraiment, quand on va dans un restaurant, c'est quoi? C'est évidemment l'accueil, le décor, mais surtout, ce qu'il y a dans notre assiette. Bien sûr, c'est quand même la base. Et j'ai marqué quelque chose encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais je vais quand même parler de cette vogue des restaurants dits branchés, vous savez, où j'ai vu ça dans certains restaurants traditionnels parisiens, qui étaient, je parle des grands restaurants gastronomiques, où vous aviez une espèce de, vous savez, de silence, les tables un peu séparées. Et là, vous avez dans des lieux mythiques, hein, que je ne citerai pas, si j'y citerai Maxime ou Laurent ou autre, je cite, c'est mon avis personnel, où je suis allé, ce qui me frappe, c'est qu'on sent totalement, c'est-à-dire les tables sont resserrées, il y a un pianiste, c'est total, le côté un peu de, et surtout, la nourriture n'a plus rien à voir. Alors évidemment, peut-être c'est moins cher pour ceux qui ont envie de se passer de temps en temps une fois pour célébrer leur anniversaire de mariage ou leur anniversaire. Ils ont envie de se faire un très beau... Ça n'a plus rien à voir. Et c'est un peu triste, ça. Ce que vous décrivez, c'est une uniformisation, une standardisation, malheureusement, de la restauration, alors que on le vit à Paris, en France, mais c'est international. On a une sorte d'internationalisation des concepts, d'une manière de faire. Alors il y a la restauration festive, il y a et parmi celles-là, à chaque fois, évidemment, il y a des gens qui sont vertueux, hein, qui font des belles choses, des bonnes choses. Il ne s'agit pas d'exclure, mais
tout de même, globalement, si on prend un peu de hauteur, on se rend parfaitement compte qu'il y a une standardisation des choses et c'est lié aussi à une agro-industrie qui est de plus en plus puissante et il faut bien le dire, qui propose des produits tout faits, différentes gammes, il y a des gammes infinies de produits tout faits. C'est normal, il faut acheter ce qu'on peut acheter au prix. Et que les restaurateurs peuvent acheter effectivement et juste réchauffer. Et parce que fondamentalement, il y a un problème qui est celui du coût de la masse salariale dans un restaurant. Un restaurant, c'est un lieu de service, si vous voulez, aussi bien en salle d'ailleurs, qu'en administratif, qu'en commercial, que en cuisine. Si vous voulez vraiment faire de la cuisine, vous avez besoin d'avoir un certain nombre de personnes. Et ce certain nombre de personnes, il coûte de l'argent, notamment quand le coût du travail est élevé dans un pays comme la France. Donc plus vous faites de l'artisanat, entre guillemets, c'est-à-dire plus, pour résumer, vous faites livrer les patates intactes, vous les épluchez, vous les coupez, vous les lavez, et plus vous allez avoir besoin de personnes pour le faire si vous le faites. À l'inverse, effectivement, si vous achetez des produits de l'agro-industrie tout faits, les patates déjà lavées, découpées, épluchées et prêtes en frites, vous avez besoin de beaucoup moins de monde. Donc, CQFD, cette standardisation générale, elle est aussi liée, malheureusement, au coût du travail, à un certain nombre d'éléments. Et c'est bien ça dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, quand on disait il faut absolument définir le mot restaurant, parce que c'est essentiel. Mais vous devriez commencer à le définir vous-même, enfin, je veux dire, votre syndicat et autres. Voilà. Je crois que nous avons un auditeur qui nous appelle de Paris et c'est Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour madame. Bonjour. Je voulais réagir par rapport à cette dame qui appelait de Lyon tout à l'heure et qui était très mécontente au niveau des restaurateurs. Alors moi j'ai été restaurateur pendant des années et je voudrais éclaircir un point une bonne fois pour toutes parce que c'est quelque chose, en fait jamais personne n'en parle. Beaucoup de personnes gueulent et personne n'en parle. Oui. Notamment sur ce qu'elle expliquait avec les restaurateurs qui ne voulaient plus servir de café à partir d'une certaine heure l'après-midi. Alors je vais expliquer la raison. Pourquoi les restaurateurs ne veulent pas le faire? Un restaurateur, aujourd'hui, il travaille le matin au petit déjeuner, il fout rien pendant la matinée, il travaille le midi, il fout rien l'après-midi et il commence à retravailler à partir de 17h en ce qu'on appelle limonade et ensuite il travaille en restauration s'il fait de la restauration le soir. Celui ou celle qui arrive à 5h de l'après-midi, qui se pose à une table, qui boit un café et qui reste 1 heure avec un café, ça intéresse pas évidemment le restaurateur parce que celui-ci, il va bloquer une table pendant 1 heure, dans le meilleur des cas, ça sera 1 heure. Et en plus, le restaurateur derrière, il sera incapable de dire logiquement aux autres, ah bah non, lui j'ai pu le servir, mais vous je vais pas pouvoir vous servir. Imaginons qu'il ait, allez, on va dire 10 tables dans ce restaurant et que toutes les tables soient prises par des gens entre 5h et 7h du soir qui vont prendre un café, il va faire 50 balles de chiffre d'affaires, là où il devrait faire 10 fois plus. Voilà la raison pour laquelle ils le font pas. C'est aussi simple que ça et c'est louable. Et oui, en tout cas, ça se défend, Frédéric. Merci. Effectivement, il y a à voir les problèmes de tout le monde. Simplement, moi, je crois que vraiment, Valérie Saslovicki, il faut pas oublier, et c'est fondamental, le plaisir d'aller au restaurant. Je rappelle que tout dans la civilisation, c'est fait autour d'une table, depuis les Romains, depuis les Grecs. Je crois que quand même on devrait rappeler ça, que c'est pas un petit truc comme ça, que on n'en a rien à faire et qu'on mange n'importe quoi et tout va bien, ou alors on mange pas du tout, on est vegan et on mange que des graines d'oiseaux. Ça, chacun ses plaisirs. Hein. Mais enfin, au fond du compte, at the end of the day, à la fin du jour, c'est bien de manger. Hein. Tout se passe là, en fait. Tout se passe dans nos établissements, qu'ils soient petits, moyens ou gros, gastro ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de l'échange. Il y a de l'échange intellectuel, il y a de la dispute, il y a de la bataille, on n'est pas d'accord, on s'engueule, on boit une bonne bouteille de pinard. Enfin, je crois que c'est vraiment... C'est pas une caricature ce que je raconte là, je crois que c'est vraiment... C'est vraiment très propre et très caractéristique de notre pays, de notre culture, de notre nation. À nouveau, c'est ce qui a tenté d'être détruit en 2015, au moment des attentats. Donc, je crois que c'est un bien très précieux. Il faut vraiment qu'on pense à le sauvegarder et à le chérir et à l'entretenir. Voilà. Donc, je crois que c'est notre seul objectif. C'est l'identité de la France. Exactement. Et si on l'oublie, exactement. Voilà. Merci Valérie Saslovicki. Merci beaucoup.
Eh bien non, on va les manger. Et donc vous receviez aujourd'hui Valérie Saslovicki, vice-présidente du groupement des hôtelleries et restaurations Paris-Île-de-France. Si vous avez raté l'émission, n'hésitez pas à vous brancher sur notre site internet sudradio.fr. Vous la retrouverez en podcast ou en replay sur notre chaîne YouTube. Berkoff dans tous ses états revient dès demain midi, André. Dès demain midi, Marie. À demain. Je vous salue, Marie. Sud Radio.